Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va démarrer gentiment. Je pense que des gens rentrent encore dans la salle, mais il est 11h30 passé, donc on va démarrer cette conférence. C'est toujours un plaisir pour la Fondation Jean Jaurès d'organiser de façon annuelle cette grande conférence à la Maison de la Magie. Et merci encore au Rendez-vous de l'Histoire de Blois de nous accueillir comme tous les ans. Cette année, on a décidé d'avoir une discussion à quatre sur un sujet intéressant, à notre avis, les villes et les champs. La grande fracture. Pourquoi on a décidé de faire un débat sur ce sujet? Pourquoi l'intituler ainsi? C'est qu'il y a le sentiment d'un divorce, il y a le sentiment d'un malaise, d'une incompréhension entre les villes et les campagnes, entre les métropoles et le reste du territoire. Un malaise qui semble grandir d'année après année, un malaise qui semble même s'exprimer après chaque scrutin électoral, après chaque séquence électorale. Quelques rappels, les dernières élections européennes et législatives ont rappelé, s'il le fallait, la très grande force du Rassemblement national dans les petites villes et dans les zones rurales, tandis que la gauche tend à disparaître dans ces territoires. Un chiffre que je trouve intéressant et qu'il est intéressant de rappeler aussi pour avoir en tête tout ce qui se passe, 93% des 34 000 communes françaises ont placé le RN en tête des élections européennes. 93% des 34 000 communes françaises ont placé le RN en tête des élections européennes. Ce malaise dont je parle se traduit aussi par cette expression, par une expression qui revient régulièrement, fracture territoriale, qu'on entend régulièrement dans le débat public. Et pour le dire simplement, les habitants des territoires ruraux et en dehors des métropoles ont le sentiment de plus en plus de ne plus être sur la photo, de ne plus être dans le film. Ils ont le sentiment, malgré les mécanismes de péréquation, malgré les mécanismes de redistribution des richesses vers les territoires les plus pauvres, d'un déséquilibre de traitement entre les territoires, ont le sentiment de ne pas être reconnus, ont aussi le sentiment d'un décalage parfois entre les sujets qui structurent l'information et le débat public et leur mode de vie et leurs sujets de préoccupation. La voiture, parfois, le prix de l'essence, les services publics et les déserts médicaux. Ça, c'est pour la partie zone rurale, territoire en dehors des grandes métropoles. À côté de ça, les urbains, les territoires urbains, les habitants des métropoles vivent aussi leur lot de contraintes et de défis. Tension immobilière et augmentation du prix du mètre carré, artificialisation des sols, pollution atmosphérique et sonore, gestion de l'ordre public, densification des centres urbains, les zones à faible émission, les fameuses ZFE, on en parlera sans doute, la gestion des flux migratoires, etc., etc. Et si on a décidé d'organiser ce débat et sur ce thème, c'est justement pour objectiver un peu tout ça, un peu tout ce qu'on entend sur les fractures entre le monde des champs et le monde des villes, entre la France des villes et la France des champs. De quelle fracture on parle quand on parle de fossé entre les villes et les champs? Est-ce qu'on parle de fracture territoriale? Est-ce qu'on parle de fracture électorale? Est-ce qu'on parle de fracture sociale? Est-ce qu'on parle de fracture culturelle? Fracture s'agissant des modes de vie, des façons de penser, des façons de se divertir, des façons de consommer. Est-ce que ces fractures entre ces différents territoires sont irrémédiables? Est-ce qu'il y a un espace ou non pour recréer des ponts entre les territoires? Et est-ce qu'on peut encore faire un récit commun qui intègre justement les différents territoires et qui casse un petit peu cette polarisation entre la France des villes et la France des champs? C'est tout l'enjeu justement de notre discussion aujourd'hui. Et donc, pour discuter de tout ça, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants. Le premier, ici, François Mickey-Marty. François Mickey-Marty, vous êtes sondeur, président du groupe Les Temps Nouveaux et l'Institut Via Voice. Et vous êtes, François, un excellent observateur de la société française, des modes de vie de nos Françaises et nos Français. Et donc, vous pourrez nous parler justement des ruraux, des urbains et voir ce que vous faites remonter aussi dans vos différentes enquêtes de terrain s'agissant des représentations justement que ces habitants ont du territoire et de la France. À côté de moi, Rémi Branco, vice-président du conseil départemental du Lot, auteur du livre Loin des villes, loin du cœur, la gauche veut-elle regagner les campagnes? La gauche veut-elle regagner les campagnes? Non pas les campagnes électorales, mais les campagnes géographiques. On pourra parler des deux si vous le souhaitez, évidemment. C'est publié à l'Aube et à la Fondation Jean Jaurès en 2024. Et tout récemment, on vous doit l'initiative d'un appel publié dans le journal Le Monde le 22 août dernier, avec des dizaines et des dizaines d'élus locaux, afin que la gauche ne laisse pas les campagnes à l'extrême droite. Sans doute qu'on en parlera tout à l'heure. Et à ma droite, et on est ravis de l'avoir avec nous, Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement et de l'Habitat durable, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, conseillère régionale Île-de-France, également membre du conseil d'administration de la Fondation Jean Jaurès et ancienne secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2016. On pourra également en parler. L'idée, c'est de faire deux tours, je dirais, de pistes, deux tours de table avant de vous donner, à un moment donné, pour la fin de cette conférence, la parole. L'idée, c'est qu'on va démarrer sur une partie un peu constat,
constat, une partie analytique, voir ce que les uns et les autres vous ressentez, à la fois sur les visites de terrain que vous pouvez faire, à la fois sur les études que vous pouvez faire. Et dans un deuxième temps, j'aimerais bien qu'on arrive justement sur une partie pas tant plus positive, mais en tout cas propositionnelle, sur les différents ponts, justement pour relier peut-être différentes îles de l'archipel, à commencer par les îles de l'archipel, entre les zones rurales d'une part et les zones urbaines d'autre part. François, Mickey-Marty, j'aimerais qu'on démarre avec vous. Quand on parle de fracture, justement, entre la ville et le monde rural, entre ce monde des champs et ce monde des villes, est-ce que vous, dans vos enquêtes de terrain, dans tous les entretiens, à la fois qualitatifs mais quantitatifs que vous faites avec les habitants, est-ce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup plus qu'avant? Est-ce que vous le sentez davantage chez les habitants de zones rurales? Est-ce que aussi les habitants de zones urbaines se sentent un peu maltraités dans ce débat et dans cette polarisation entre les deux sujets? Comment vous voyez justement ce clivage-là entre les territoires, entre les habitants de ces différents territoires? Est-ce que vous sentez ce ressentiment, ce sentiment ou pas de déclassement que peuvent exprimer une partie des habitants des zones rurales? Voilà, donnez-nous quelques clés d'indications par rapport à ce que vous voyez dans vos enquêtes. Merci beaucoup Jérémy et bonjour à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de participer à ces débats et de voir que le livre et l'histoire tiennent une place aussi importante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur les différents sites, et notamment à la Hallogrin. On a un livre qui attire beaucoup et l'histoire beaucoup. Donc je suis tout à fait ravi d'être ici. Alors cette question est passionnante et je la trouve en même temps très difficile parce que nous sommes souvent saturés d'imaginaires, de stéréotypes, de visions préconçues, qui d'ailleurs sont un peu embêtantes parce qu'elles guident, elles orientent des comportements, elles peuvent parfois amplifier des clivages. Alors en effet, moi mes sources d'observation, chacun a les siennes, mes sources d'observation ce sont des études d'opinion, ce sont des écoutes aussi, je vais beaucoup chez les gens pour les écouter raconter leur vie. Bon. Le point que tu évoques là, Jérémy, qui est cette idée du déclassement, est le premier point peut-être à évoquer. D'abord parce que, je vais très vite sur tous ces sujets-là, mais sur l'ensemble de la France, on avait à peu près 40-45% des personnes qui s'estimaient en déclassement, c'est-à-dire que leur situation se détériore. Au début des années 2000, aujourd'hui, on est plutôt autour de 60%. Bon. Et dans les zones rurales, pour s'en tenir aux catégories de l'INSEE, moins de 2000 habitants, on atteint 64-65%. Donc cette idée du déclassement, elle est de plus présente en France, et dans les zones rurales, elle l'est de plus en plus. Voilà. C'est très embêtant. À mon avis, c'est l'une des racines fondamentales de nos difficultés actuelles. C'est très embêtant parce que, d'abord, ça suscite, bien entendu, beaucoup d'amertume. Tu parlais de ressentiment tout à l'heure, et ce terme-là revient très fréquemment avec des vocables différents, mais l'idée est là. À titre personnel, donc c'est embêtant sur un plan économique, c'est embêtant sur le plan des territoires, et c'est embêtant, à mon sens, sur le plan démocratique. C'est-à-dire, comment, pour une démocratie, peut-on avancer lorsqu'une partie croissante des citoyens, et notamment dans certains territoires, ont le sentiment que leur vie est de plus en plus difficile. Voilà. Je crois que c'est un point qui est crucial. Et ce n'est pas uniquement de l'imaginaire, puisque tu invites à faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. Lorsqu'on regarde l'évolution des taux de croissance répartis par région, par département et par sous-catégorie, par ville, dans les différents territoires français, on a des régions, des départements, des zones rurales qui sont en réalité en récession économique. Donc ce n'est pas uniquement un imaginaire de la récession. Bon. Donc il y a ce point-là qui me paraît fondamental. Un deuxième point aussi, tu as déjà tout dit d'une certaine manière dans ta question, donc je te remercie de me permettre de ne plus que développer, qui est en effet le ressentiment au sens de l'idée selon laquelle les autres ne me comprennent pas. D'abord, les autres ne comprennent pas ma vie, et puis les autres, d'une certaine manière, à minima ne font rien pour moi, voire sont dans une posture d'hostilité à mon égard. Voilà. Alors, ces autres, ça se décline à travers les services publics, ça se décline à travers ceux qui vivent ailleurs. Et en effet, ceux qui vivent dans des grandes villes, quand on est en zone rurale, sont ceux qui vivent loin et on peut leur imputer des choses. Ça peut être aussi ceux qui viennent de l'étranger. Il y a une dimension d'altérité qui est de plus en plus mal perçue et mal vécue.
Alors, ça n'est pas, bien entendu, ce ressentiment-là, il n'est pas le monopole des zones rurales. C'est-à-dire qu'on a aussi, bien sûr, en milieu urbain, des gens qui ont du ressentiment envers les autres. Mais je crois que dans les zones rurales, on a une concentration plus forte de ce ressentiment. Et puisque tu m'invites à citer, bien entendu, de manière totalement anodine, anonyme, des phrases que j'ai, parce que c'est pas anodin, des phrases que j'ai entendues, pas très loin d'ici d'ailleurs, il y a quelques années, une dame qui vit, alors là, vraiment en zone rurale, c'est-à-dire dans une ferme isolée, une dame à la retraite, âgée, m'a dit cette petite phrase, enfin ces deux mots, qui en apparence ne sont pas grand-chose, mais qui à mon sens sont très signifiants. Elle m'a dit « Pourquoi moi ?» Pourquoi moi ? Et ce « pourquoi moi ?» alors elle faisait la liste de toutes ces difficultés du quotidien. Pourquoi j'ai pas beaucoup d'argent ? Pourquoi ma retraite est modeste ? Pourquoi elle parlait beaucoup des services publics étaient éloignés, etc. Bon, pourquoi moi ? Ce « pourquoi moi » est très intéressant, je trouve, parce que, bien sûr, ça renvoie à une réalité personnelle telle qu'on la vit. Ça renvoie aussi à une vision un peu tocquevillienne derrière. Dès lors qu'on est dans un monde qui a une ambition égalitaire, les inégalités, et a fortiori lorsqu'elles sont criantes, sont particulièrement mal vécues. Et je crois au-delà que dans ce « pourquoi moi », il y a précisément peut-être la racine de la mise en cause de l'autre. C'est-à-dire que le « pourquoi moi » veut dire « pourquoi d'autres s'en sortent mieux que moi ?» Voilà. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Et si d'autres s'en sortent mieux que moi, alors quels sont tous ceux qui s'en sortent mieux que moi ? En effet, ceux qui vivent dans des grandes villes qui ont des niveaux de revenus beaucoup plus importants que le mien, ceux qui viennent d'ailleurs, qui, de mon point de vue, ont accès à des aides, à des contributions auxquelles je n'ai pas nécessairement droit, tous ceux qui sont ailleurs et qui ne connaissent pas les difficultés de ma vie. Voilà. Donc je crois, à plus, bon, je ne vais pas être trop long parce que je crois que je n'ai pas 1h30 pour parler, mais je crois qu'il y a dans ce pourquoi moi l'idée aussi d'une réflexion sur la justice et sur l'injustice. Le philosophe John Rawls disait la justice, elle est tolérable quand il y a quand même un sentiment de redistribution, quand j'ai le sentiment de bénéficier de quelque chose. Mais comprenons bien, si je suis en déclassement, c'est-à-dire que si je estime que ma vie est de plus en plus difficile, et que ça arrive davantage à moi-même qu'aux autres, j'éprouve un ressentiment envers les autres qui devient extrêmement puissant. Voilà. Ça n'est pas par nature, et puis je terminerai peut-être là-dessus, pour pas être trop long, ça n'est pas par nature une réalité du monde rural. Mais certaines zones dans le monde rural concentrent le déclassement, concentrent cette idée du pourquoi moi et concentrent cette mise en cause des autres. Voilà. Peut-être pour terminer, pour quand même colorer le tableau avec quelques images un peu plus fortes et pour finir sur des choses plus contrastées, parce que là on est sur l'un des éléments, je crois, durs des difficultés, à la fois les imaginaires sur le monde rural venant des villes, mais aussi venant des campagnes, puisque c'est l'image que tu prends elle-même, sont aussi très contrastées parce que beaucoup plus positives. Alors, je vous donne quand même quelques chiffres pour avoir l'air sérieux, puisque nous venons de terminer une étude d'opinion réalisée auprès des Français. On a travaillé sur de quel groupe social vous souhaitez vous sentir plus proche ou vivre avec plus de proximité dans les années qui viennent. De qui vous souhaitez vous éloigner et vous rapprocher. Voilà. Alors, c'est passionnant à faire parce que les Français dans leur ensemble se positionnent d'eux-mêmes en une trentaine de groupes sociaux. Puis après, on leur dit de qui vous souhaitez vous éloigner ou vous rapprocher. Alors, les personnes en tête de la liste, les publics dont on souhaite se rapprocher, ce sont des personnes qui apprécient et qui produisent des produits du terroir, de l'artisanat local. Donc 79%. Donc voilà quelque chose qui est intéressant. 73% des Français souhaitent s'approcher des gens qui vivent et vivre plus près des gens qui vivent dans les campagnes. Bon, malheureusement, les gens dans les villes, ce n'est que 28%. Donc, on ne souhaite pas s'approcher des gens qui vivent dans les villes. Et puis, celles et ceux qui sont en harmonie avec la nature, ça fait 66%. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a à la fois une hybridation avec ce que j'appelle, je conclus ma conclusion, parce que je vois dans vos regards une impatience absolument bouillonnante, ce que j'appelle des huis clos conceptuels, c'est-à-dire des visions du monde qui sont différentes. Voilà, c'est-à-dire, les huis clos conceptuels, c'est quoi ? Pour une partie du monde rural, la signification de la différence entre les femmes et les hommes, la situation envers l'autorité, la présence des loups dans nos territoires, l'imaginaire de la chasse. Tout ça sont des visions du monde différentes. Donc il y a des huis clos conceptuels. Et en même temps,
il y a des choses qu'on aime bien, c'est-à-dire produits du terroir, proximité avec la nature, capacité, après la période Covid, on a vu beaucoup de gens qui disent moi j'aimerais aussi être un peu plus proche de la nature, tenir compte de l'équilibre avec la nature. Et ça peut être les mêmes, c'est-à-dire tu parlais du Rassemblement national. On peut avoir des conceptions différentes des autres, on peut voter Rassemblement national et néanmoins être amateur de produits du terroir, être bien à la campagne, etc. Donc, auprès d'un même public, il peut y avoir des visions extrêmement contrastées. Voilà la conclusion de ma conclusion. Mais alors, juste d'un mot avant de donner la parole à Rémi, est-ce que l'une des explications aussi de ce clivage dans les représentations entre les villes et la campagne, c'est pas lié au fait que la ville, et j'aimerais bien avoir ton sentiment là-dessus, a davantage mauvaise presse aujourd'hui qu'avant? Tu as parlé du Covid, tu as parlé de la crise sanitaire, il y a quelque chose qui tourne beaucoup aussi dans les imaginaires et dans les intuitions, c'est que la ville serait moins à la mode qu'avant, serait moins attractive qu'avant, pour le dire d'un mot, ferait moins partie de la société rêvée des Français qu'elle ne l'était par le passé. Vraiment, d'un mot, avant de donner la parole à Rémi, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on mesure dans les enquêtes? Parce qu'on a vu beaucoup de choses passer, évidemment, à l'issue de la crise sanitaire, cette grande exode, ou en tout cas ce désir d'exode vers les campagnes, on en parlera avec Rémi tout à l'heure. Est-ce que, en termes d'image de la ville, c'est quelque chose qu'on mesure, entre guillemets, le déclin de l'image de la ville par rapport à il y a 10 ou 15 ans? Est-ce que c'est quelque chose qu'on mesure dans les enquêtes ou pas? Oui, c'est très net. Alors ça nécessiterait un quart d'heure, mais en un mot... Et tu auras 1 minute. 1 minute, voilà. Merci pour cette sollicitude. En un mot, oui, tout à fait. C'est-à-dire que on le mesure dans les enquêtes sur l'envie de vivre en ville. Ce que disait là, 28% seulement des Français, aujourd'hui, souhaitent s'approcher des grandes villes, vivre davantage avec des personnes qui vivent dans des grandes villes. Donc on est sur les taux historiquement les plus faibles. Donc la ville effraie pour plusieurs raisons. Les raisons traditionnelles que l'on évoque, le stress, la pollution, des gens qui semblent plus indifférents les uns aux autres, etc. Je crois qu'il y a autre chose qui est plus sensible sur un plan humain, un peu délicat d'ailleurs, mais dans les villes, vous avez statistiquement des gens un peu plus diplômés, voire beaucoup plus diplômés, et des gens un peu plus riches, voire beaucoup plus riches. Et ça résonne avec cette idée de ressentiment que l'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement la ville, ce n'est pas uniquement le niveau de diplôme ou la fortune financière que l'on peut détenir ou patrimoniale, c'est l'attitude qui est générée par ça. D'ailleurs, moi j'ai vu dans mes entretiens beaucoup de gens qui disent, ces gens qui ont fait beaucoup d'études ou qui ont beaucoup d'argent sont dans une attitude de distance, de mépris, pour ne pas dire plus, envers moi. Donc la ville... Encore une fois, c'est intéressant, mais c'est comme la campagne tout à l'heure. C'est pas uniquement parce qu'on est en ville, mais ce sont des attitudes de relation avec l'autre qui sont beaucoup, beaucoup engendrées par la ville. Voilà. Il y a un magnifique livre que je ne connaissais pas il y a quelque temps, mais vous devez le connaître, peut-être, de Hannah Arendt sur le déracinement. Et Hannah Arendt, elle dit, il y a 2 facteurs qui éloignent les gens les uns des autres, c'est le niveau de diplôme et l'argent. Et là, elle dit, ça déracine. Mais ça déracine, pourquoi? Parce que si j'ai bac plus 18 et que vous avez bac moins 2, j'ai tendance dans mon attitude... Et ça ne va pas de soi, en fait, ce n'est pas mécaniquement lié. Mais je peux avoir tendance dans mon attitude à être plus distant, plus critique, plus méprisant. Et si je suis riche aussi. Voilà. Et donc, pour rejoindre le point initial, si je m'estime en déclassement, si j'estime que ma vie est plus difficile parce que je suis dans le monde rural, et si je me dis pourquoi moi? Et en plus de ça, il y a des gens dans les grandes villes qui me regardent avec distance, voire condescendance, voire mépris, on est dans un cumul d'inacceptabilité, voire de souffrance, qui ne sont pas uniquement sociales, mais bien psychologiques. Alors justement, et ça me permet de faire la transition avec Rémi. Rémi, toi, dans ton livre, justement, un des éléments qui est très intéressant, c'est que tu expliques le ressentiment, une partie du ressentiment des habitants des zones rurales en dehors des grandes villes vis-à-vis des habitants des grandes villes, mais aussi vis-à-vis de la gauche, parce que c'est le sujet, évidemment, de ton livre, lié au décalage entre ce qu'on voit dans le débat public, entre guillemets, et la façon dont le débat public est structuré au niveau national, en gros, les sujets qu'on voit à la télévision, et la réalité de vie, la vie quotidienne, les sujets de préoccupation quotidienne des habitants des zones rurales. C'est un élément qui est frappant dans ton livre. Tu dis une partie du ressentiment vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des responsables politiques, et en l'occurrence vis-à-vis des responsables politiques de gauche. C'est lié au fait que finalement, en haut, il raconte une réalité de ce qu'est la France, une réalité du pays. Ils mettent dans le débat public des sujets qui sont très, très, très loin de nos sujets du quotidien, de nos sujets de préoccupation et finalement aussi de nos modes de vie. Est-ce que, pour toi, c'est le cœur nucléaire du ressentiment? C'est finalement ce qu'on peut appeler aussi cette déconnexion, entre guillemets, entre le débat public d'une part et la société réelle d'autre part?
Bonjour à toutes et tous, merci pour cette invitation. Je suis ravi de parler de ce sujet ici parce qu'on parle des ruralités, mais dans ce département, la ruralité n'est certainement pas la même que dans le Lot, donc je serais ravi de vous entendre, y compris si vous venez d'autres ruralités. Mon ressenti de Lotois, il est que quand j'ai grandi, quand j'avais 10 ans, 11 ans, que j'avais des cousins, des cousines qui soient dans le Lot, dans l'Ariège, etc., la ville faisait envie. Elle faisait envie, on jalousait le cousin qui était parti à Toulouse. Il était parti en général pour ses études, sa vie n'était pas si géniale que ça, mais lui, il était au courant de trucs dont nous, on n'était pas au courant. Il avait écouté une musique, un album qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, ce fossé culturel, il diminue en quelque sorte aujourd'hui par les réseaux sociaux, Internet, etc. C'est plus du tout le même qu'à l'époque. Et donc, il y avait une forme d'envie, de jalousie vis-à-vis de celui qui était allé à la ville et qui avait, pensait-on, toutes les chances de réussir, en tout cas plus que moi. Avec le temps, ça s'est un peu estompé, cette envie-là, pour les raisons que j'explique sur le plan culturel, mais sur les raisons aussi que tu donnes sur l'image qu'a la ville, qui est, effectivement, c'est compliqué de vivre en ville, il y a de l'insécurité. Là, on touche à autre chose, c'est les chaînes info. Les chaînes info véhiculent une image de la ville faite quand même de brutalisation, si je vous prends l'an dernier, c'était il y a un an à peu près, un peu plus, les émeutes, suite donc à Naël qui était décédé, donc toutes les émeutes qu'il y a eu dans les banlieues. Moi, ce que j'entendais dans mon village, c'était bon, c'est compliqué ici, mais bon, ça va quand même. On n'en est pas là et au moins on est préservé de tout ça. Et tout ça, c'est quand même ce qui regarde en grande partie dans les chaînes info. Là où j'ai commencé à avoir un décalage, c'est, on va dire, au tournant des années 2010, 2015, 2020, où là, il y a plusieurs choses qui s'additionnent. Il faudrait mettre des sociologues, des économistes là-dessus, mais plusieurs questions qui sont, comme tu dis, complètement passées à côté, les médias sont passés quand même à côté de ces questions-là, et qui sont pourtant le fondement même de la vie de tous les jours. Quand je me suis engagé pour la première fois dans le Lot, en 2021, j'ai fait campagne, j'arrivais, j'ai participé, je salue Jean-Marc Ayrault, à un cabinet ministériel, j'étais dans le cabinet de Stéphane Le Foll, et j'arrivais avec plein d'idéaux de gauche, et je voulais défendre mes idées de justice sociale, de redistribution. J'arrive en porte-à-porte, personne ne me dit est-ce que vous êtes droite ou de gauche, on me dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi. Et déjà, vous tombez un peu de haut par rapport à l'image que vous faites du débat politique, du porte-à-porte, etc. Et deuxième élément, je me suis dit, bon, les questions qui vont se poser, on est sur un territoire agricole, j'imaginais un peu les questions qu'ils allaient me poser. Première question, les déserts médicaux. Deuxième porte, les déserts médicaux. Je fais une réunion avec les vignerons, avant de me parler de vignes, les déserts médicaux. Là, je me dis, il se passe quand même quelque chose, toutes les catégories socio-professionnelles de mon canton me parlent du problème des déserts médicaux. Et par ailleurs, quand j'étudie un peu la question, j'ai conscience que je ne suis pas dans le plus grand désert médical de France, qui a bien pire que la zone où je suis. Simplement, comme la question des déserts médicaux, c'est d'abord la question d'une génération qui part à la retraite, du baby-boom, et comme c'est une catégorie qui a fait plus d'études, ils sont partis un peu en décalage, donc c'est arrivé un peu en décalé. Et donc, il y a cette impression que la vie devient non seulement compliquée, mais angoissante. Quand j'ai plus mon médecin à proximité, une commune sur deux du Lot n'a pas de médecin, donc ça veut dire chez nous devoir prendre la voiture, donc pour pas mal de personnes âgées, et on en vient à un autre sujet qui frappe la ruralité, enfin qui se trouve être la réalité de la ruralité, c'est le vieillissement de beaucoup de départements, le mien est le deuxième département le plus vieux de France. Donc ça veut dire qu'on a des personnes en situation de dépendance, qui doivent donc demander aux enfants de les amener chez le médecin. Donc, cette situation-là, elle n'existait pas avant. Donc là, aujourd'hui, alors, j'en viens tout de suite à la question qui fâche, c'est celle du carburant. Les déserts médicaux, ce sujet n'est pas arrivé dans le débat public avant 2022. À la présidentielle de 2022, moi, pour l'anecdote, je démarre une campagne aux élections législatives, je fais venir un député, Guillaume Garot, qui, c'est pas lui faire injure que de dire qu'il n'est pas très connu dans le Lot. Et moi-même, j'étais élu depuis 1 an. J'étais pas très connu dans le Lot. Je fais à Cahors une réunion publique sur les déserts médicaux. Et je mets, avec Guillaume Garot, député, Rémi Branco, mais je le mets en petit, parce que la salle est pleine, 350 personnes, à Cahors, c'est un stade de France, quoi. C'est phénoménal. Et vous avez 350 personnes qui viennent pour le thème, parce qu'ils veulent des solutions pour les déserts médicaux. Avec Guillaume, qui commence à travailler dessus, il fait des propositions, etc. Je laisse, évidemment, quand on fait campagne, une feuille avec « N'hésitez pas à donner vos coordonnées si vous voulez être tenu au courant de la suite de l'aventure de cette proposition de loi ». Et j'avais au moins 250 personnes qui m'avaient laissé leurs coordonnées pour comprendre ce que ça allait devenir, les déserts médicaux. En réalité, ils n'attendaient pas de savoir ce qu'allait donner la loi, ils attendaient de savoir ce que ça allait donner pour chez eux. Et je mesure à ce moment-là le décalage complet entre cette réalité de terrain et
le débat à la présidentielle en 2022 qui n'en parle absolument pas jusque dans les tout derniers jours. Il y a un article du Monde paru dans la toute dernière ligne droite qui dit le grand absent de la présidentielle. Autre grand absent, le carburant. On touche le nerf de la guerre. Quand moi j'ai connu l'époque bénie où je roulais avec de l'essence avec samplon 95 où c'était 1,30. Quand vous passez en 2022 à 1,9 à 2 € litre, mais la vie elle est bousculée pour tout un tas de personnes qui sont dans des ruralités où les salaires ne sont pas tout à fait ceux de la ville et où vous vous retrouvez tout d'un coup avec un pouvoir d'achat complètement obéré par la seule nécessité de se déplacer, qui, quand on est un habitant d'une zone rurale, est nécessaire pour aller amener les enfants à l'école, pour aller travailler. Un lotois fait en moyenne un peu plus de 20 km par jour en voiture. Un couple, un ménage, donc en fait pas loin de 50. Quand le prix du carburant change à ce point, ça change considérablement la vie. À ce moment-là, personne n'en parle. Un seul parti met la voiture, même le terme de voiture dans son programme présidentiel, c'est Marine Le Pen. Quand vous avez le fioul, pour tous ceux un quart des lotois est chauffé au fioul, j'en fais partie, je suis locataire, je me chauffe au fioul. Quand vous avez le prix de la cuve qui atteint en 2021, en 2022 ce niveau-là, ben vous savez, moi je sais très bien qu'en février, je fais partie des gens qui ont eu la cuve vide à mi-février et qui s'est dit le printemps arrive, on est dans le sud-ouest, il va faire chaud dans pas longtemps, on va surtout pas la remplir parce que ça va coûter une blinde. Et qui maintenant, là, sont en train de la remplir. Heureusement, c'est un peu moins cher. Le fioul, personne n'en a parlé jusqu'au débat d'entre-deux tours. Marine Le Pen en a parlé dans son débat avec Emmanuel Macron. Moi, je peux vous citer plein de gens, le lendemain, le surlendemain, qui m'ont dit elle a parlé du fioul. À aucun moment, elle a donné le début d'une solution, du commencement, mais elle en a parlé. La voiture, elle en a parlé. Et donc, c'est là que je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il s'est passé une période qui a été marquée d'abord par les Gilets jaunes, ensuite par le vote Rassemblement national, qui ne coïncide pas forcément les deux, mais où les médias se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des colères dans des départements où les gens n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et au fond du fond, quand je parle des carburants, quand je parle du fuel, etc., il y a la question aujourd'hui de ne plus arriver à vivre de son travail parce que le reste coûte trop cher. Et là, ça crée un très fort ressentiment parce qu'on se dit, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé du côté des villes ? Je prends l'exemple, par exemple, des lignes TGV, LGV qu'on a inaugurées à Bordeaux, à Rennes, à Lille, à Strasbourg, à chaque fois en grande pompe avec un président de la République, un Premier ministre. Pour les grandes villes, on est relié facilement. C'est ce que nous, on appelle dans la campagne le train des riches. Pendant ce temps-là, vous avez des intercités. Alors moi, je pars d'Austerlitz, comme pour ceux de Blois, on a la même gare en commun. Je ne sais pas à quelle heure vous dites que vous arrivez à Blois, je trouve qu'on a pris des risques ce matin. Parce que moi, quand je prends le train pour aller dans le Lot depuis Paris, je prévois très large. Parce que je sais que la fiabilité, c'est pas sûr, et il se peut d'ailleurs que je finisse mon trajet non plus en train, mais en car, à partir de Brive. Donc là, vous avez ce sentiment de déclassement, parce que je prends juste un exemple pour le bien comprendre. Quand vous avez au niveau des vacances scolaires de, je ne sais plus si c'était Pâques ou en tout cas des vacances de ski, il y avait une grève SNCF. Et la menace qui planait sur la France était que ce soit compliqué d'aller au ski. Et le directeur de SNCF Voyageurs prend la parole, conférence de presse devant X micros, et dit « Rassurez-vous, nous avons trouvé une solution ou un accord, tous les trains au départ de Gare de Lyon pour les Alpes seront assurés. » Et alors, du point de vue médiatique, c'est presque la fin du conflit. Moi, bêtement, je cherche un billet de train pour aller à Paris depuis Cahors. Les trains n'étaient pas pleins, ils étaient tous supprimés. Supprimés. Donc vous cherchez sur votre application, vous avez écrit supprimé, vous allez au guichet, on vous dit il n'y a pas de train, c'est supprimé. Donc il faut imaginer le degré de ressentiment que ça crée. Désolé, je prends quelques exemples, là, c'est pas... Parce que l'image, moi, qui me revient de ce ressentiment, c'est ça va à deux vitesses, quoi. Il y a une France à deux vitesses, et nous, on n'est pas traités comme les autres. Notre vie se dégrade, tout le monde s'en fout. Eux, ça a l'air d'aller. On inaugure, je vois Toulouse, une 3e ligne de métro dans 3 ans, un tramway. Nous, on inaugure rien du tout en termes de transport. C'est des gares qui ont fermé, c'est le train qui met plus de temps. Donc il y a ce sentiment finalement de payer pour la collectivité des impôts, de participer au financement des services publics, etc., mais d'en avoir non seulement moins qu'avant, mais beaucoup moins que les autres. Voilà, donc cette question du déclassement, moi je la vois vraiment comme, et on l'étudie, on pourra rentrer dans les détails, entre communes rurales, celles qui ont l'impression d'être dans une dynamique économique, de présence de jeunes, etc. Ceux qui ont l'impression, à l'inverse, de reculer, ça se traduit directement dans les votes. Même si ces deux communes sont juste à côté, à 5 km, les votes vont être radicalement différents selon qu'on se pense être dans une dynamique de progrès ou selon qu'on se pense être dans une dynamique de déclin perpétuel.
Voilà. Alors peut-être d'un mot avant de donner la parole à Emmanuel, vraiment d'un mot, même si je sais que tu aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ton livre parle aussi de la façon dont on parle de la gauche dans les territoires ruraux. Alors, on répète, il y a plusieurs ruralités, il n'y a pas une seule ruralité, il y a des territoires, comme l'a dit François, plutôt en déprise, d'autres, au contraire, qui vont plutôt bien, mais une partie de ton livre repose sur ça, et sur le ressentiment d'une partie de cette population vis-à-vis de la gauche. Et en gros, pour le dire d'un mot, tu nous dis, les gens dans ces territoires parlent de la gauche comme étant la gauche du bordel et la gauche du bazar. C'est quoi la gauche du bordel et la gauche du bazar ? En 2 minutes. Et les donneurs de leçons. Alors, on a dressé le tableau d'un sentiment de France à 2 vitesses. Donc, on est sur un état d'esprit qui est quand même assez tendu par rapport à la ville, par rapport à la politique et par rapport plus largement aux élites. Et il se trouve que dans cette période de tension, de ressentiment, la gauche apparaît non pas en soutien, comme elle a pu être pendant des années. Moi, je me souviens de 2012, la candidature de François Hollande, il y avait une idée de justice sociale, de justice territoriale, il y avait un ministère de l'égalité des territoires. La gauche d'aujourd'hui, telle qu'elle, en tout cas qu'elle s'exprime dans les médias, ou telle que les médias en tout cas la font parler dans les mois et les années qui sont arrivées là depuis en gros 2020-2022. Effectivement, c'est cette image-là de bordel, de donneur de leçons et de branleur. Parce que la relation au travail, c'est une question très importante. Le bordel, en 2 mots, l'attitude des députés eux-mêmes, quand vous regardez les chaînes d'information. Dernièrement encore, le discours de Michel Barnier à l'Assemblée. Je connais personne dans mon village qui se lève tous les matins en se disant Michel Barnier va sauver la France. Je ne connais pas de fans de Michel Barnier ou de son gouvernement. Par contre, ils ne supportent pas qu'il y ait du chahut comme des étudiants de la part de députés pendant qu'un Premier ministre s'exprime. Ça ne se fait pas. C'est la base. Je remarque que le Rassemblement national, on ne l'entend pas sur ça. Ils ne bougent pas, ils ont la cravate, tout va bien. Ils sont respectueux, donc respectés. Quand vous dites, je parle de Jean-Luc Mélenchon, la police tue, c'est quelque chose qui peut être compris dans un débat qui concerne des discriminations, des bavures policières dans certains territoires de France où effectivement ces questions-là peuvent se poser. Mais quand vous êtes dans un territoire rural, entendre la police tue, il faut bien comprendre que moi dans mon village, les policiers, je les connais, c'est des copains. Ils sont là depuis un moment, c'est des connaissances, etc. Nous, on sait très bien que les policiers ne tuent pas. Par ailleurs, on en a besoin de forces de l'ordre, parce que les trafics de drogue augmentent, parce que, pour tout un tas de raisons. Donc, le côté, la vie est déjà assez compliquée comme ça, la gauche qui arrive va foutre le bordel avec la police tue, avec, je dis aussi, pour certains activistes écolos. Dernièrement, j'ai une camarade de ma section socialiste depuis l'évêque qui devait se faire opérer depuis longtemps à Toulouse. Alors, vous savez, c'est quand même le truc de l'année, quand vous faites opérer. Il ne faut pas rater le rendez-vous, quoi. Elle arrive à Toulouse, donc 1h40 de route, et elle se retrouve bloquée, parce que sur un rond-point, il y a 80 cyclistes qui jugent utile de bloquer le rond-point en tournant autour, et de bloquer celui d'avant aussi, pour dire qu'il faut sauver le climat et qu'il faut des pistes cyclables à Toulouse. Et vous imaginez, c'est en gros des gens de gauche qui bloquent des gens qui doivent aller bosser ou qui doivent aller se faire soigner pour sauver le climat. Mais vous ne comprenez pas. Pourquoi ? C'est quoi cette affaire de bloquer des routes, de bloquer un périphérique, de jeter de la soupe sur un tableau pour sauver le climat ? Et donc, il y a ce côté de gens qui, en fait, en ont rien à foutre de nous. Eux, ça a l'air d'aller très bien. Ils ont du temps à perdre pour bloquer. Ils ont du temps. Et par ailleurs, ils nous font la leçon parce qu'on n'est pas des bons agriculteurs, parce qu'il paraît que les méga-feux au Canada, c'est de la faute des éleveurs. Vous imaginez, mon éleveur d'agneaux dans le Lot, comme il reçoit ça, quand un leader écolo dit une phrase comme ça. Désolé, j'insiste dessus, mais avant-hier, vous avez peut-être vu l'information selon laquelle la consommation en France diminuait. Il y a une personne en France qui s'est réjouie de ça. Elle s'appelle Sandrine Rousseau, elle a dit « meilleure nouvelle de la journée ». Sous-entendu, on va vers la décroissance. Je lis ça, je me dis « mais c'est du pain béni pour le Rassemblement national ». Ça n'a pas loupé, 2 heures après, Bardella disait « voilà ce qu'est la gauche ». Elle se réjouit que les gens n'aient plus rien à la fin du mois, ils ne peuvent plus remplir le frigo. Donc ce décalage-là entre des gens qui paraissent hors sol, qui en plus nous font la leçon sur le barbecue, sur la chasse, il est d'autant plus violent qu'il y a un ressentiment structurel. Et dans cette période de ressentiment structurel, ces provocations, elles sont vues comme vraiment une agression. Donc aujourd'hui, si je résume, quand je suis un militant de gauche, j'apparais plus aux yeux de mes électeurs comme quelqu'un qui va leur apporter une solution, mais comme quelqu'un qui va les emmerder. Et par ailleurs, le discours sur le travail, de valoriser le droit à la paresse, de dire que le travail, c'est une valeur de droite, de dire que, j'entendais dernièrement un député insoumis dire mais ça va aller, on va aller vers 15 heures de travail par semaine et c'est un grand progrès. Mais dites ça à un agriculteur dans mon coin, à un artisan, mais c'est incompréhensible.
C'est incompréhensible. Et l'idée de dévaloriser le travail, il y avait un beau débat sur le revenu universel à avoir en 2017, qui a été malheureusement un peu bâclé. Donner l'impression pour beaucoup d'habitants de zones rurales qui travaillent comme des fous, que demain, celui qui ne travaille pas va être aussi payé que moi, qui non seulement bosse, fait vivre le village, crée de l'activité, etc. etc. Donc oui, une idée de bazar, une idée de donneur de leçons, et une idée un peu de, je dis branleur, mais de gens qui s'en foutent de travailler, et si la gauche arrive, il n'y aura plus personne pour bosser. Parce que je termine là-dessus, mais une des grandes angoisses aussi, dans nos départements ruraux, y compris le mien qui vieillissent, c'est le manque de main-d'œuvre. C'est plus le chômage aujourd'hui. Le sujet numéro 1, c'est le manque de main-d'œuvre. Parce que le manque de main-d'œuvre, ça veut dire des commerces qui ferment, pas parce qu'il n'y a plus de demande, mais parce qu'il n'y a plus personne pour y bosser. Donc une perte d'activité, donc la mort des villages. Et je peux vous dire que je pense que d'ici 5-10 ans, si on arrive à faire une politique d'immigration, intégration intelligente, vous verrez que l'immigration bien organisée, bien structurée, l'intégration à la campagne de personnes qui arrivent souvent d'ailleurs de territoires ruraux dans d'autres pays, vous verrez qu'elle sera vue comme un progrès. Et cette arrivée de nouvelles populations fera reculer le Rassemblement national, paradoxalement. Parce que l'angoisse numéro 1, ce sera d'abord la mort des villages, parce qu'il n'y a plus de jeunes pour y vivre. Emmanuel Cos, est-ce que vous comprenez justement ce sentiment de déséquilibre entre, en gros, les grandes métropoles qui auraient tout et le reste du territoire qui aurait rien? Est-ce que aussi, pour me faire l'avocat du diable, il n'y a pas quelque chose d'un peu populiste à justement mettre le doigt sur ce clivage, mettre le doigt sur cette polarisation? Il y a une phrase qu'on entend souvent quand on parle de ce sujet. On dit souvent, on a beaucoup donné en banlieue durant les 10 ou 15 dernières années. Il est temps que la ruralité aussi profite de la même générosité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit Roland démago et populiste à justement mettre en lumière et à forcer justement ce clivage entre les grandes métropoles qui seraient les riches qui auraient tout et le reste du territoire qui serait intégralement en déclin? Question simple. Alors moi, je suis une vraie urbaine. Je suis une Parisienne de souche, mais ma vie, elle est aussi en Ardèche dans un hameau de 10 maisons. Donc je connais très bien la très grande ruralité. Et ce que raconte Rémi, notamment sur ce sentiment de déclassement, est aussi la perte de quelque chose. Et au-delà du débat, on pourrait poser plein d'autres questions, mais l'intérêt de ce débat, c'est qu'il interroge beaucoup de savoir qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres dans un pays. Est-ce que c'est les impôts? On a vu que la crise des Gilets jaunes montrait bien que l'impôt n'était plus le lien qui faisait sens entre nous tous. Est-ce que c'est la nation? Énorme débat, je ne rentre pas là-dedans, mais je le dis quand même. Est-ce que c'est le service public? En tout cas, je pense que derrière ces réflexions qu'on a, il faut quand même qu'on s'interroge qu'est-ce qui nous lie. Et c'est peut-être d'ailleurs, à mon avis, ce que les politiques en exercice devraient faire, c'est de savoir qu'est-ce qui les lie les uns aux autres et ce qui lie cette société, plutôt que de donner ce qui serait la bonne manière de vivre, la bonne manière de faire, la bonne manière de travailler. Une fois que j'ai dit ça, ce qui est dérangeant dans le débat là, c'est qu'on oppose donc ruralité et ville. La ville, c'est quoi? Parce qu'en fait, c'est pas un corps. Il y a deux choses. Il y a la métropole et les habitants et les élites très riches de la métropole. Et puis, il y a le reste du monde urbain, qui est un monde fait de très grande pauvreté, de très grands sentiments de déclassement. Mais eux, ils sont même pas déclassés, ils n'ont jamais eu. Et je pense qu'il faut aussi... C'est pour ça que parfois, on a l'impression... je veux pas du tout amenuire ce que dit Rémi, mais... Parfois, on entend tellement plus ce ressentiment qui vient des enjeux de la ruralité, du milieu agricole, je généralise un peu, de d'autres territoires, en gros les banlieues, qui sont en fait un territoire qui souvent n'a même pas eu la temps d'être déclassé parce qu'il n'a pas eu. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, faire très attention. Ce qui est certain, c'est que ce modèle de la métropolisation, qui est un modèle économique et aussi de schéma politique, était de dire... Faisons des grands centres urbains qui vont... Parce qu'ils attirent la richesse, parce qu'en fait, ils créent de la richesse, parce qu'ils créent beaucoup d'emplois, ils sont pourvoyeurs de beaucoup de choses. Et donc, c'est ça qui va permettre de rendre dynamique le reste du paysage métropolitain. Je parle évidemment de la question que France métropolitaine, parce que le sujet outre-mer est totalement différent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les grands centres urbains reversent une partie de leur PIB local au territoire.
Donc, on a des clés de répartition de richesse très importantes. Et c'est vrai qu'on a créé ces liens-là, plus la France des TGV, plus la concentration d'un certain nombre de sujets. Mais ça, c'est pour aussi masquer cette fracture, qui est une vraie fracture au sein de la ville. Et cette fracture, elle est terrible. Il y a déjà une fracture entre la ville moyenne et la très très grande ville et les métropoles, les 40 métropoles. Mais c'est aussi entre la ville et sa périphérie, qui peut être une périphérie urbaine, mais qui peut aussi parfois être une périphérie rurale immédiatement. Et moi, alors, en plus, mon quotidien dans le logement social fait que je vois tous ces territoires. C'est la pauvreté. Et ça, je vais en dire un mot parce qu'il y a évidemment beaucoup de pauvreté dans la ruralité. Elle est d'ailleurs renseignée, évidemment, mais elle n'est pas massive, je veux dire, en nombre de personnes. Ce qui est troublant dans notamment les quartiers politiques de la ville, et donc ceux dont on dit qu'on aurait mis trop d'argent dedans, c'est de voir que dans ces quartiers, dans certains secteurs, vous avez plus de 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, que ce sont majoritairement des gens jeunes, des familles monoparentales et des niveaux d'études beaucoup plus bas qu'ailleurs. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à l'endiguer. C'est qu'on est dans certains quartiers, tu parlais de Naël à Nanterre, et Nanterre ne manque pas de richesse, on est au pied de la Défense, hein, mais à Nanterre, on a 3 générations qui vivent dans la très grande pauvreté, et c'est lié aux politiques de ségrégation, hein, j'utilise le terme volontairement, qui ont été construites pour accueillir une main-d'œuvre ouvrière qui était mal payée, qui était souvent immigrée et qui est restée là. Et ça a été très bien organisé. Donc il faut qu'on fasse attention parce que moi, quand je vais dans certains quartiers en politique de la ville, voilà, je vais à Mont-Saint-Martin en Lorraine, le ressentiment envers même Metz et Nancy, qui est pas si loin, et le Luxembourg, j'en parle même pas, c'est considérable. Et on est dans un quartier QPV, voilà. Vous allez même dans les QPV de Blois, vous pouvez, voilà. Enfin, je veux dire, donc il faut qu'on fasse attention à ça. Et c'est vrai que la vraie question qui peut se poser, c'est ce qu'on a perdu. Et moi, je pense que une des grandes questions, c'est que notamment les médias, une partie des politiques, ce que tu racontes, c'est tellement affligeant, Rémi, je ne sais pas quoi dire. Mais moi, je vais vous dire, en plus, j'ai dirigé un parti dont on a beaucoup parlé là, donc j'ai de quoi être affligée, parce que quand même, j'espère pas avoir permis ça, mais faire de la politique, c'est s'occuper du quotidien des personnes. Voilà. Il y a une crise de l'énergie qui a été dingue il y a 2 ans. Donc le coût de l'énergie, ça a été un sujet pour tout le monde, quel que soit là où vous habitiez. Et moi, ce que j'ai reproché à l'époque sur le bouclier énergie qui a été fait par le gouvernement de l'époque, qui a coûté très cher, c'est qu'en fait, il a aidé tout le monde, qu'on ait une ferme en ruralité ou qu'on ait un chalet à Megève. Parce qu'en fait, c'était ça. Parce qu'ils ne voulaient pas s'emmerder, donc c'est aussi pour ça que ça nous a coûté aussi cher. Pareil sur le carburant, alors que ça aurait été assez simple de cibler les choses. Mais par contre, en effet, savoir si on peut remplir sa chaudière au fioul, c'est un sujet. Et l'autre question, c'est on me dit qu'il faut que je la change parce que c'est très émetteur de carbone et c'est vrai. Moi, voilà, on va dire les choses franchement. Les émissions carbone liées au fioul, si déjà on était capable d'enlever ça, ça nous ferait du bien à tous. Mais pour ça, en fait, il ne faut pas juste faire 3 aides. On parle de... Moi-même, j'ai une chaudière au fioul, hein, tu vois, en Ardèche. Donc, je connais très bien le sujet. Je sais combien ça coûte de remplir sa chaudière, même quand on n'y va pas si souvent. Non, mais moi, je le vois avec mes voisins dans mon hameau. Mais la subvention ne suffit pas. C'est des gens qui vivent avec 800 € par mois, qui vivent correctement parce qu'ils ont des maisons qui leur ont été léguées, parce qu'ils ont des terres, parce qu'ils cultivent un potager. Mais enfin, c'est des gens qui vivent chichement quand même. Et en effet, tu leur dis, tu vas changer ta chaudière au fioul pour pas émettre de carbone. Les gars, ils disent, je préfère pas me chauffer, et puis j'ai mes témoins. Et c'est ce qu'ils font. Donc, je pense que ça, c'est des... Et tu vois, typiquement, le problème, c'est... Sur ces sujets, comment dire ? L'énergie, c'était un bouleversement pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable, dans un débat à l'Assemblée, par exemple, avoir des députés de tous bords qui se posent la question de comment on aide les ménages qui ont des problèmes en fait d'argent avec ça, et ça vaut autant pour quelqu'un qui est en ruralité que quelqu'un qui est locataire HLM et qui a vu son énergie multipliée par 10, parce que c'est ça la réalité. Et donc, je pense que c'est aussi un moyen de revenir par ça. Après, on a des problèmes différents.
On ne parle pas de la même masse de gens. La ville représente énormément d'habitants aujourd'hui. Et en fait, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Enfin, je le dis aussi franchement parce que l'élite, elle se démerde toujours. D'ailleurs, l'élite aujourd'hui, elle est en double résidence, parce que elle sait toujours s'adapter à l'évolution du télétravail. Donc maintenant, elle vit à Paris pour travailler. Elle a sa super maison de campagne. Elle a fait monter les prix dans la grande ruralité et elle pense que c'est pas un problème parce que elle, par ailleurs, elle est capable de se taper 300 km en bagnole parce que c'est pas son sujet. Elle n'a pas ses arbitrages à faire. Mais les autres, quand vous habitez en Île-de-France, que vous êtes en Seine-et-Marne, là où en Essonne, parce que j'écoutais ce qui se passait à Longjumeau ce matin, vous travaillez tous les jours à Paris, vous êtes déjà dans une partie de la ruralité francilienne. La réalité, c'est que vous arbitrez pas, et aujourd'hui, vous êtes délaissés. Et parce que vous subissez, comme en grande ruralité, l'affaiblissement des services publics, la disparition de toutes les agences locales. Et moi, je pense que cette idée que pour baisser la dépense publique, on enlève les perceptions des impôts, les bureaux de la CAF, on demande aux bailleurs HLM de supprimer leurs agences locatives. Moi, c'est ça qu'on me laisse passer, qu'il faut arrêter que la proximité qui ne touche que quelques milliers de personnes, alors qu'en fait, on est parfois le seul service public dans le territoire. Et ça, en fait, c'est beaucoup de territoires qui le subissent. Et pour finir, parce que je vois que tu t'énerves, non, mais c'est son rôle, là, Jérémy. Je pense qu'en fait, derrière ces clivages, objectivement, qui sont désolants et qui sont très liés, moi, je pense à l'inculture, notamment, tu l'as dit, des journalistes, et puis de la connerie, franchement, d'une partie du personnage politique qui ne sont pas capables d'aller un peu au-devant des gens. Mais à côté de ça, il y a aussi, notamment pour répondre à cette question de qu'est-ce qui nous lie, moi, je pense que les enjeux de l'aménagement du territoire, pour moi, et c'est un truc que j'échoue, parce que ça fait des années que j'essaie de le remettre sur le devant de la scène et j'y arrive pas. Mais c'est de ça dont on parle. Tu parlais de ce ministère sous François Hollande qu'on avait appelé cohésion des territoires. C'était bien pour essayer de refaire ça. Et je dis pas qu'on a réussi parce que c'est très compliqué, mais on a eu des politiques de l'aménagement du territoire dont je pense aujourd'hui on paye un peu les conséquences dans ces erreurs parce qu'il n'y a pas eu des erreurs. Mais le fait d'avoir pensé cet aménagement du territoire autour des grands hubs, de grandes centralités, de grosses infrastructures, autour de la voiture, voilà, on ne s'est jamais dit que notre population allait un moment vieillir et qu'en fait elle n'aurait plus envie de conduire. Et le problème, c'est que on perd ces sujets-là et surtout on n'arrive pas à s'adapter. Je vais prendre 2 exemples. L'équipement de la fibre pour tous les territoires. C'est un sujet très important. Beaucoup de territoires aujourd'hui n'ont pas un accès à la fibre, donc à Internet classique, facile. Alors, la grande ruralité, c'est le cas, sauf dans les départements qui ont décidé d'avoir des plans d'action autonomes très compliqués. Et dans beaucoup aussi de périurbains où en fait avoir Internet, c'est que c'est impossible. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une des clés de savoir où vous installer, en dehors d'autres, de savoir en effet où sont les médecins et tout ça. Et ces questions de l'infrastructure, et tu parles de la voiture, il y a le sujet de l'électrification du parc automobile, qui est une réalité. Et aujourd'hui, c'est un enjeu de savoir comment on électrifie les territoires pour que des gens puissent avoir des voitures automobiles. Dans plein d'endroits à la campagne, vous n'allez pas garer votre voiture dans votre maison parce que vous n'avez pas de garage en fait. Vous allez la garer sur la place du village, vous allez la garer là où, parce que tout n'est pas toujours plat avec le garage attenant. Donc il faut amener une infrastructure électrique jusque dans ces communes. C'est pourtant là où il y en a le moins. Alors qu'à mon avis, électrifier ces territoires où en fait, certes, il y a peu d'habitants, mais eux, ils prennent leur voiture tous les jours et ils ont besoin de 1 ou 2 voitures par ménage. L'électrification est bien plus intéressante qu'en ville. Moi, je suis parisienne. J'ai eu une voiture quand j'avais 20 ans. Ça fait 25 ans que je n'ai plus de voiture dans Paris. Ça n'a aucun intérêt et on a des multiples moyens de se débrouiller autrement. C'est pas le cas dans beaucoup d'endroits. Pourtant, dans les territoires où les gens, c'est le quotidien, tu vois, on ne le fait pas. Et parce que ça coûte très cher, évidemment. Mais on a fait le train quand même dans ce pays. Enfin, comme je fais des choix, je peux vous le dire. On a fait le train, sauf en Ardèche, parce que c'est le seul département qui n'a pas de train. Mais quand même, on a fait des infrastructures. On a fait des infrastructures à une époque et on l'a décidé. Vous connaissez mes points de vue écolos, mais j'en parle quand même. On a fait des infrastructures du nucléaire, donc on est bien capable d'avoir des plans d'infrastructure pour justement recoudre ces fractures qui sont compliquées. Et ça, c'est un sujet dont on ne peut pas débattre. Alors encore moins dans la période actuelle où, en gros, chaque investissement est problématique. Et je pense que c'est essentiel pour, en fait,
aussi atténuer cette fracture. Parce que moi, quand j'enlève le côté ville riche, attractive, super intéressante, qu'il est par ailleurs, dans beaucoup de territoires, ce qu'on demande, c'est du service public. Tu parlais des déserts médicaux. Tu vas en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, c'est un des départements, avec la Seine-et-Marne en Ile-de-France et en France, qui ont le plus de déserts médicaux, qui n'ont pas de spécialistes. Voilà. Et on est dans une zone urbaine, donc ce n'est pas un sujet d'éloignement. La dernière chose que je voulais dire quand même, et je pense aussi qu'il faut l'entendre, c'est que la ville, elle est perçue par beaucoup d'habitants comme un lieu d'émancipation. Et c'est vrai. Et alors, en tant que femme, je pense que c'est encore plus vrai. Notamment parce qu'on est moins dépendant de l'autre. Alors après, ça peut répondre aussi au questionnement que disait François tout à l'heure de ce huis clos conceptuel, mais c'est aussi un lieu où on a du savoir, on peut s'émanciper. Alors on peut parfois aussi vivre très mal, hein, mais c'est pas pour rien que beaucoup de gens sont aussi partis à la ville, parce que c'était aussi un moyen de sortir de schémas sociaux, de déterminisme social. En tout cas, pour beaucoup, c'était un lieu d'émancipation. Pas pour tous. Pas pour tous, il y a aussi beaucoup de populations qui n'arrivent pas à sortir de ça. Mais il faut aussi comprendre que cette ville où il y a un service public, quand même, qui est plus développé, où il y a un accès au savoir, aux universités, à la formation, et il y a de l'emploi, pour beaucoup, c'est aussi une étape très importante. Mais tu as raison que c'est peut-être qu'une étape aujourd'hui, et que ce n'est pas une fin en soi. Et la question, c'est que si on veut aujourd'hui revivre dans des territoires qui sont moins urbains, pour y mettre son énergie et contribuer à la richesse de ce territoire, la vraie question se pose de comment on trouve les moyens de s'y installer. Il faut trouver des logements, compliqués aujourd'hui. Il faut avoir une mobilité, un schéma très très compliqué quand vous devez reprendre une mobilité individuelle alors que vous ne l'avez plus. Et puis ça coûte, c'est pas si donné que ça peut coûter cher parce qu'en effet, il y a des dépenses importantes qui y sont liées. Alors justement, juste d'un mot pour faire le lien avant de redonner la parole à François, tu parles de lieu d'émancipation s'agissant de la ville. Est-ce qu'une partie de l'important ressentiment des habitants en dehors de la ville vis-à-vis de la ville, c'est pas justement lié à l'augmentation drastique du prix du mètre carré ces 10 ou 15 dernières années? Un exemple, ce que je trouvais très intéressant durant la séquence des Gilets jaunes, dans une ville comme Bordeaux, c'est que quand on analysait la sociologie des Gilets jaunes qui revenaient chaque week-end à Bordeaux, on s'est rendu compte que c'était beaucoup d'anciens habitants de la ville qui, au cours des 10, 15 ou 20 dernières années, se sont fait, entre guillemets, chasser de la ville du fait de l'augmentation du prix du mètre carré, et donc qui revenaient chaque week-end, entre guillemets, pour reprendre possession de la ville. Est-ce que là, il n'y a pas... Parce qu'effectivement, très intéressant, le lieu d'émancipation. Mais quel est le lieu d'émancipation quand, par définition, la ville et beaucoup de villes se sont gentrifiées sur les 5 ou 10 dernières années? C'est des sujets que tu connais très bien, donc voilà, d'un mot sur ça avant de redonner la parole à François. Alors, tout d'abord, la gentrification, donc le fait que la population qui arrive ait des revenus meilleurs que la précédente. Dans certains quartiers, tu sais, les maires, ils se battent pour gentrifier. Donc, je vous le dis aussi, hein, faut arrêter de regarder ça comme d'une manière très « Ah là là, les gentrifications, c'est pas bien ». Quand vous avez 50% de votre population qui est sous le seuil de pauvreté, ça arrive dans beaucoup de territoires, vous avez envie de la gentrifier. Tu vois, y compris à Saint-Ouen, tu as envie que la ville se gentrifie. Mais ta question, elle est... Et notamment l'exemple de Bordeaux est super intéressant sur la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, moi, je la vois comme une crise de l'aménagement du territoire et aussi d'une population qui fait sécession avec ce qui fait notre République. Et notamment la relation à l'impôt. Parce que c'était très intéressant, les débats à l'époque, qui étaient on veut payer moins d'impôts, mais on veut plus de services publics. Enfin, et je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pu justement travailler à ce débat-là plus longtemps. Mais Bordeaux, la crise des Gilets jaunes est énorme. Et tu vois aussi quoi dans cette métropole et dans ce qui se vit entre la métropole bordelaise et la frontière autour. Tu as en effet le prix de l'immobilier, avec la volonté des anciennes équipes municipales pendant très longtemps de laisser le marché faire, de ne pas faire de logement social qui est un logement encadré, de faire très peu d'accession à la propriété encadrée. On laisse faire le marché et en effet, tout le monde s'est éclaté. Ça a amené de la richesse pour ceux qui peuvent jouer, mais pas pour les autres. Et donc, tu as déjà ce sentiment d'éviction, de centrifugeuse. On parle de centrifugeuse, c'est un phénomène qu'on a connu à Paris il y a fort longtemps. Mais il y a une autre chose aussi qui est intéressante dans cette métropole. L'état du service public des transports. En fait, la faiblesse d'un service public de transport à l'échelle de la population qui vient travailler dans Bordeaux
Et surtout, l'absence de vrais services publics de transport, c'est pas obligatoirement que du métro et du train. Ça peut être aussi des lignes de bus cadencées sur des sites propres. Enfin, vous voyez, on peut inventer plein de choses. Mais notamment, ce faible lien entre la métropole et l'ensemble, en fait, derrière du Médoc, qui, de fait, vote très vite Front National. Et il y a quoi dans le Médoc comme sujet, notamment? Il y a la question du logement. Logement pour les travailleurs saisonniers, logement pour les nouveaux arrivants. Je vous dis ça parce que j'avais été, moi, sollicitée par des bailleurs sociaux. D'ailleurs, ils travaillent, notamment l'Office départemental de la Gironde travaille beaucoup là-bas, où on lui demande de faire du logement social partout pour répondre à ces sentiments de « je travaille dans un territoire, je n'ai pas le droit d'y vivre ». Mais finalement, la campagne, j'ai plus d'endroit pour y vivre parce que c'est trop cher et qu'en fait, il ne reste que les très belles propriétés ou de l'habitat dégueulasse, insalubre. Et puis la ville, elle m'est fermée parce qu'en fait, mon salaire d'ouvrier agricole ne me permet pas de payer un loyer dans la ville. Et c'est pour ça que moi, je trouve... Enfin, ce qui s'est passé, c'était très violent, hein, la crise des Gilets jaunes à Bordeaux. Et pourtant, ça a créé peu de débats sur la place du service public et notamment la question de la mobilité. Parce que, et c'est ce que raconte Rémi, et on le sait. Comment est-ce qu'on a laissé filer des lignes de TER? Pourquoi il y a tant d'endroits où c'est plus long aujourd'hui de voyager en train qu'il y a 50 ans? Enfin, vous connaissez, le réseau normand est un des sujets. La ligne sur Nevers-Clermont, voilà. Je ne parle pas trop d'ici, mais il m'arrive souvent de venir à Orléans et à Tours, donc je vois bien aussi les différences entre les accès TGV et les accès TER. Donc ça, c'est une des questions. Et la dernière chose, parce que je n'ai pas répondu à ta question, à ta petite provocation de tout à l'heure, je voudrais quand même y répondre sur... On a mis trop... Non, mais parce que c'est le discours notamment de l'extrême droite, mais aussi de la droite. On met trop d'argent sur les banlieues, en gros, les QPV, les quartiers politiques de la ville. Moi, je vais vous dire franchement, malgré l'investissement qu'on a depuis un grand nombre d'années, on ne met vraiment rien par rapport au retard qui a un retard qui se compte en décennies dans ces territoires. La politique de rénovation urbaine qui a beaucoup fait du bâti, rénover des logements, mais elle a amené quoi aussi? Qu'on ramène simplement des services publics dans des communes où en fait il n'y avait rien. Mais quand je vous dis rien, tout le monde connaît Clichy-sous-Bois parce que ça a été beaucoup médiatisé, mais on est à 13 km de Paris, il fallait 1h30 pour rejoindre cette ville du centre. Il n'y avait aucun service public dans le nord de ce département, mais ce n'est pas 10 000 personnes qui étaient touchées, c'est plus de 100 000 personnes qui n'avaient accès à rien. Et c'est ça le problème, c'est que la politique de la ville, elle remet en cause, en creux, des choix qui ont été faits dans les années 60 et 70, où en gros, on a eu, et même 50, on a eu une évolution industrielle formidable, un apport de main-d'œuvre extrêmement importante. Mais quand tout se casse la gueule avec la crise pétrolière et qu'on commence à voir le chômage de masse, tous ces territoires sont délaissés. Mais on s'en occupait pas très bien non plus avant. Je veux dire que... Et donc c'est pour ça que, si tu veux, c'est très dur, parce que évidemment qu'on investit beaucoup d'argent. Mais moi, je connais ce quotidien. Les quartiers politiques de la ville, c'est quand même une partie de mon quotidien. Il faut voir combien c'est long de refaire des infrastructures. Et c'est d'ailleurs pas que dans des quartiers éloignés du centre-ville. On a des QPV dans beaucoup de grandes métropoles. Les métropoles y mettent beaucoup d'argent parce qu'il faudra mettre beaucoup d'argent pour retrouver un lieu où il fait bon vivre. Bon, après, il y a d'autres sujets nouveaux qui s'y percutent, notamment la question de l'insécurité et des trafics de drogue, qui est d'ailleurs, je le dis, pas un sujet urbain, mais qui est en train d'être un sujet qui s'explose dans la ville moyenne et dans les centres-bourgs. Et ça, moi, je le sais parce que j'ai l'observation depuis les bailleurs sociaux qui sont dans tout le territoire, et on le sait. Et c'est d'ailleurs l'ubérisation des trafics de drogue qui fait qu'on est en train d'importer ces sujets-là. Mais néanmoins, il faut comprendre que... la population des quartiers politiques de la ville, c'est quand même à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, mais 6 ou 7 millions d'habitants sur l'échelle nationale. Mon chiffre est peu ou prou à 1 million près, ce que je n'ai plus vraiment en tête. Ce sont des habitants qui, quand on fait toutes les analyses sociologiques, touchent beaucoup moins d'argent d'aide de l'État en services publics et en accompagnement par habitant que l'ensemble de la population. Et le fossé est dingue. Sauf que ces quartiers-là, l'expression se fait très peu par une voie politique. Elle se fait à des moments cruciaux comme des moments d'émeute terribles et très peu par le vote.
y compris parce qu'une partie de la population n'a pas le droit de vote, mais pas que. C'est des quartiers qui votent très peu depuis très longtemps. Et la question, c'est que ça serait intéressant de se poser la question du ressentiment de ces quartiers par rapport au ressentiment de la ruralité. Je pense que des gens s'y retrouveraient fortement dans ce qu'ils vivent et dans ce sentiment d'être mis à côté de la société. Alors justement, ça me permet de faire la transition avec François. Mickey Marty, on s'est demandé ce qui nous liait. Et justement, tu te dis, j'aimerais bien savoir s'il y a du ressentiment ou non chez les habitants des quartiers populaires vis-à-vis des zones urbaines, vis-à-vis des campagnes. Député François Ruffin, il n'y a pas très longtemps, qui a dit moi, mon projet, c'est de réunir la France des bourgs et la France des tours. On s'est demandé s'il y avait du potentiel pour réussir à relier avec quelques ponts ces différents territoires. Est-ce que, cher François, par rapport à vos observations, par rapport à vos enquêtes, vous croyez au potentiel de ce projet, de cette proposition, relier la France des bourgs et la France des tours? Et Rémi, tu auras également droit de répondre à la question après, mais François d'abord. Merci beaucoup. Alors, la question me semble un peu ambitieuse, mais on peut essayer, non pas peut-être de clore le débat sur ce sujet-là, mais d'aborder quelques éléments, parce que c'est l'histoire de France depuis la Révolution française, d'une certaine manière, et sur son avenir. Donc, il y a quelques éléments de réflexion. Moi, j'ai deux hypothèses, mais franchement, avec beaucoup d'humilité, comme on dit, sur ces questions-là. La première, qui nécessiterait une inversion de notre récit collectif, c'est pouvoir se dire que tous les territoires font partie de notre avenir. On a quand même grandi dans un monde où la ville faisait partie de l'avenir et le monde rural faisait partie du passé. Et aujourd'hui encore, on parlait tout à l'heure des représentations collectives. Si je vous dis que j'aime bien les chansons des années 70, Michel Sardou et cette fameuse France sépia dont on parle, on se dit c'est la France qui a vocation à disparaître. Bon, c'est un peu embêtant. Et j'ai rencontré, pour tout vous dire, un monsieur très, très respectable par ailleurs, qui s'occupe précisément des questions d'aménagement du territoire face au climat. Et ce monsieur respectable qui voit les choses pour la planète me dit oui, mais de toute façon, il faut absolument qu'on aille vers les transports en commun à l'avenir. Donc dans les villes, en effet, il y en a. On va quand même pas mettre des transports en commun dans tous les territoires, parce qu'on a de toute façon, vu l'état des finances publiques, on n'a pas l'argent. Alors je dis comment on fait? Il me dit les gens à la campagne n'ont qu'à venir en ville. Voilà. Donc voilà, on a trouvé la réponse. Donc on supprime la campagne et là voilà. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a quand même des gens qui vivent là. Voilà. Donc il y a une question d'imaginaire et de récit collectif qui plaide à penser, en effet, les quartiers urbains, la ville et puis la campagne et les villes moyennes ensemble et non pas dans une logique. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce qu'on n'arrive pas trop à définir des logiques sociales communes, c'est très difficile. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à réfléchir autour de ce que j'appelle le commun des expériences, c'est-à-dire des expériences partagées. Emmanuel Cos disait tout à l'heure, on peut s'estimer en déclassement en ville et on peut s'estimer en déclassement aussi à la campagne. Donc déjà, on peut en parler, on peut essayer de trouver des réponses à ce déclassement. Ce sont la même chose que les gens vivent dans des quartiers différents, dans des lieux de vie différents. Il y a cette question du déclassement, me semble intéressante. La question, alors, pour la Fondation Jean Jaurès, nous avons mené un travail sur les solitudes. Alors, on en parle moins parce que ça paraît un peu loin de la vie matérielle, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose. On est extrêmement frappé, on a plus de 40% aujourd'hui des Français qui expriment un sentiment de solitude, même s'ils vivent en famille, avec des amis, des collègues, etc. Et ce sentiment de solitude veut dire souvent difficulté à communiquer, à être compris dans ses vérités de vie, dans les vérités de sa vie, et puis à être entendu. Et ce sentiment de solitude, vous le trouvez à la campagne et vous le trouvez à la ville. Il est dans la France des tours et dans la France des bourgs. Voilà. Donc comment on en parle? Et ça permet de transcender un peu tout ça. Voilà. Après, il y a un autre sujet un peu plus délicat, mais on est entre nous, mais tout est confidentiel, donc on peut se dire des choses délicates, je pense. La réflexion sur les minorités. On dit, il y a les minorités dont on entend parler dans les médias. Voilà. Moi, j'ai vu dans la Nièvre un monsieur qui m'a dit, un monsieur avec une 60aine d'années, qui aime bien Johnny Hallyday, qui me dit, mais moi, on ne parle jamais de moi comme une minorité. Et pourtant, ce monsieur s'estime minoritaire en France, précisément parce qu'il n'a pas, au fond, l'audience qu'il pourrait avoir et le sentiment d'inclusion, parfois le sentiment que l'inclusion exclut certains. Voilà. D'ailleurs, moi aussi, j'aime Johnny Hallyday beaucoup, et voilà, je suis content que vous puissiez en parler. Donc, ce sont des choses, je pense, qui invitent peut-être à repenser autour d'un commun des expériences, le déclassement qui est commun, la solitude qui est commune,
Et se dire que si on parle de diversité, allons au bout de la diversité. Et évitons précisément des jugements moraux, peut-être. Pour dire, c'est parce que tu as telle pratique culturelle, tel mode de vie, sinon on peut aller, et je pense qu'avec les Gilets jaunes, en effet, on n'était pas loin, à une guerre des modes de vie. Voilà. Et ce risque de guerre des modes de vie, j'entends le mot de ségrégation, que je comprends vraiment, parce que je pense que parfois on n'en est pas très loin. C'est-à-dire, si on dit ton mode de vie n'est pas légitime, tu dois demain vivre comme moi je vis, c'est inaudible. Voilà. Et là, je pourrais vous raconter une autre expérience. J'ai vu des débats très, très virulents, très violents, entre des visions dans un territoire de la Nièvre que je connais bien, entre des visions concurrentielles et des votes extrêmement opposés, entre, on va dire pour dire les choses simplement, LFI et le Rassemblement national, les uns cherchant à imposer aux autres leur mode de vie. Je peux vous assurer que ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, tu as un mauvais mode de vie, tu vas vivre désormais comme moi. C'est pas possible. Voilà. Donc, la question de l'inclusion, c'est comment on arrive à inclure, et c'est quasiment un combat culturel. Voilà. Et pour terminer sur ce commun des expériences, je vois Jean Jaurès, dans son discours à la jeunesse, à Albi, disait, au fond, l'avenir, il faut le penser, il faut être à la fois, il disait, pour un ouvrier, sur son outil au quotidien, pour un agriculteur sur ses instruments, et en même temps essayer d'imaginer un avenir commun. Et je crois que cette idée-là, elle est très puissante. Ça a l'air simple peut-être, mais se dire, c'est quoi ma vie ? Et à partir du fil de nos vies, comment ensemble on peut essayer d'imaginer un avenir commun en oubliant peut-être les catégories, les cases, les agrégats que l'on a connus depuis longtemps. D'où l'idée de ce commun des expériences à partir de nos vies singulières pour essayer d'imaginer un avenir commun. Voilà. Rémi, même question sur France des Bourgs et France des Tours. Et par ailleurs, je te donne la deuxième question tout de suite. Est-ce qu'on peut imaginer un ou deux objets, justement, qui peuvent faire commun entre la France des Bourgs et la France des Tours, ou à minima, en tout cas, entre la France des grandes métropoles et le reste? Emmanuel, tout à l'heure, parlait de la question des déserts médicaux. Est-ce que là, pour le coup, c'est pas un des objets dont on peut considérer qu'il sera universel entre différents territoires dans les prochaines années? Est-ce que là, il n'y a pas un objet commun? Mais voilà, première question, France des Bourgs, France des Tours. Est-ce qu'il y a un potentiel, selon toi? Et un ou deux objets de commun, avec l'exemple, par définition, des déserts médicaux. Alors, on me pose souvent cette question de France des Tours, France des Bourgs. La formule a bien marché de François Ruffin. Moi, parfois, j'ai du mal à bien comprendre ce qu'on veut dire quand on dit il faut allier France des Tours et France des Bourgs. Moi, la première chose que je voudrais dire quand on parle de ça, c'est que j'ai un peu peur de la tentation qu'il peut y avoir dans le débat public en disant il faut rallier tout le monde, il faut parler d'universel, du coup d'invisibiliser des problèmes qui sont spécifiquement ruraux et qui existent. De la même façon qu'on pourrait invisibiliser des sujets spécifiquement liés au quartier politique de la ville. Moi, je suis toujours surpris quand il se trouve, donc je fais un tour de France, je parle de ruralité, quand je vais dans des zones urbaines en parler, il y a toujours quelqu'un qui se lève, et peut-être certains d'entre vous le feront, pour me dire « Ah, c'est bien ce que vous dites, mais attention, il ne faut surtout pas opposer les villes et les campagnes. » Je remarque que c'est souvent un urbain qui me le dit. Et je remarque ensuite qu'on ne fait jamais cette réflexion après un raisonnement, comme a pu l'avoir par exemple Emma à l'instant, qui vous explique la réalité dans les quartiers populaires. Je connais personne qui se lève et qui va dire « Oh, il ne faut pas opposer les QPV avec la ville, avec le centre-ville ou avec les campagnes. » C'est marrant, ça arrive qu'avec la campagne, ça. Quand on parle de ruralité, tout de suite, il ne faut pas opposer. Donc moi, c'est ma première remarque, c'est ça, c'est attention, on va créer des ponts, il y a du commun à construire, mais d'abord on voit qu'il y a quand même une colère depuis les Gilets jaunes, etc., due au fait d'absence de prise de conscience de ces problèmes du quotidien. Si la réponse à ça, c'est on laisse de côté, on dit qu'on va créer du commun, on loupe en fait l'essentiel qui est la considération. Première chose dont ont besoin, moi, les gens que je croise tous les jours, c'est que je considère leurs problèmes. Quand j'arrive, je fais du porte-à-porte, c'est pas moi qui parle, c'est eux. Et parfois, c'est difficile, parce que tu as parlé de solitude. Et les gens ont besoin de parler, mais en même temps, c'est pas si simple d'exprimer ce qu'on ressent. Donc, moi, je dis qu'il faut mettre des mots sur les mots. Il faut changer l'orthographe, mais quand même poser les termes. Ensuite, effectivement, il faut créer du commun, parce qu'on n'a pas un projet de société qui fera consensus si on ne parle pas à l'ensemble de la population. Sujet par sujet, on va trouver des ponts. Sur les déserts médicaux, je suis d'accord avec Emma. Quand j'ai commencé à en parler, tout de suite, des élus de Seine-Saint-Denis m'ont dit « Ce serait bien que tu viennes intervenir en Seine-Saint-Denis pour qu'on réfléchisse à ça. Ça ne se traduit pas de la même façon. Chez nous, un désert médical, c'est l'angoisse pour une personne qui ne peut pas aller accéder à un médecin. Moi, ce que me disent les élus de Seine-Saint-Denis, c'est qu'il y a toute une génération qui n'a pas pris l'habitude d'aller chez le médecin, avec un problème de prévention derrière et des tas de soucis qui vont se poser tout au long de la vie pour toute une génération aujourd'hui d'enfants de France. Sur la question du logement,
que Emma connaît bien. Moi, ça va se traduire différemment, mais la question de l'accès au logement dans un territoire comme le Lot, c'est essentiel. C'est essentiel. Vous avez aujourd'hui, quand vous êtes un jeune couple, vous voulez vous installer, acheter une maison comme l'ont fait vos parents, vos grands-parents, dans un rayon de 60 km, vous ne pouvez plus le faire. C'est un sentiment de honte, de ne pas avoir accès, comme l'ont eu les parents, grands-parents, de pouvoir vivre au pays. Parce que vous avez aujourd'hui, dans un département comme le Lot, une part de résidences secondaires qui pose problème. Le ressentiment vis-à-vis des urbains, vis-à-vis des élites, de ceux qui ont de l'argent, il passe aussi par ça. Par des urbains qui viennent une semaine par an et qui nous privent de maisons dans lesquelles on pourrait éventuellement s'installer. Il passe par Airbnb, la régulation des locations saisonnières dans un département comme le Lot. C'est terrible. Moi, je cherche à faire venir des médecins. J'ai des volontaires, miracle, mais je n'ai pas de maison à leur proposer en location. Donc moi, je fais le tour des cantons en janvier pour les vœux. Je sais déjà ce que je vais leur dire. On construit un centre de santé. J'ai des médecins qui veulent venir être salariés. Je manque de logement. Et je sais que dans la salle, il y en a certains d'entre vous, c'est ce que je vais leur dire parce que je le sais, qui, sur le Bon Coin en mai, vont annoncer qu'il y a une super maison avec piscine jusqu'en septembre. Et le reste de l'année, ce ne sera pas en location. Cette maison-là, ce serait mieux qu'elle soit proposée à un médecin, etc. Cette problématique du logement entre résidence secondaire, résidence estivale et ensuite délabrement du logement et effectivement dans les cœurs de bourg, passer dans des villages du Lot, il y a des villages magnifiques, etc. Mais vous allez voir en bordure départementale, il y a beaucoup de logements abandonnés pour des problèmes d'héritage, pour des problèmes d'insalubrité, etc. Moi, je pense qu'il faut un ANRU rural, parce qu'il y a une réhabilitation à faire de ces centres-bourgs qui est essentielle. On ne peut pas dire d'un côté, on fait le ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire en gros on demande à tout le monde d'arrêter l'étalement urbain, et c'est une bonne chose, mais que des villages en contrepartie n'aient pas la possibilité de réhabiliter du logement pour le rendre à la population. Donc quand on va faire le tour de ces questions-là, de logement, de déserts médicaux, on va voir qu'en fait il y a des ponts à tisser. Mais globalement, moi je pense que ce qui fera le commun entre tous les territoires de France, c'est la capacité pour un gamin de Saint-Ouen, de Bondy, comme un gamin de mon village de Puy-l'Évêque, de se dire qu'il a les mêmes chances de réussir que les autres. L'accès aux études supérieures. Et je pense aujourd'hui, avec tout ce qui est possible de faire avec les campus connectés, le fait de permettre à des ruraux de rester, au moins pour les toutes premières années d'études, sur leur territoire, au passage de continuer à s'engager dans des associations, au passage de faire marcher le resto le soir pour se faire un peu d'argent. Le fait de garder pendant 2-3 années, et peut-être après ils iront effectivement à la ville, tout en gardant un lien avec l'université, il n'y a pas de... Mais cette question-là de comment je permets, avec les moyens qui sont les moyens d'aujourd'hui, à des ruraux d'avoir accès plus largement aux études supérieures, parce qu'aujourd'hui, il y a un renoncement aux études. Parce que j'ai pas les moyens mes parents n'ont pas les moyens de me payer les études, parce que ça va être trop cher. Vous voyez les fils au Resto du Cœur, moi je le vois à Toulouse. C'est des gens qui viennent du Gers, qui viennent du Lot, qui viennent de départements ruraux, pour qui le logement est de plus en plus cher. Et donc l'accès aux études supérieures, l'accès à la connaissance, au diplôme et derrière à une vie meilleure que celle de mes parents, ça c'est vraiment à nouveau, je trouve, un levier qu'il faut reprendre et qui marchera, qui parlera autant à Bondy que d'un Lot. Et puis, François l'a dit, la question de la solitude et du vieillissement, c'est un problème qui va tous nous toucher. Je fais des tours avec mon boulanger qui fait sa tournée. C'est encore le dernier dans le coin à le faire. Je passe à 6h30, 7h, 7h30 devant des personnes qui ne voient que lui et l'infirmière dans la semaine. Et qui, du coup, ont besoin de parler de cette solitude, et qui l'expriment de plus en plus durement. Le vieillissement, la solitude, la dépendance, tout ça, c'est des questions qui doivent faire lien dans un projet de société. Et aujourd'hui, moi, j'en peux plus. Quand je vois un discours de politique générale qui n'aborde pas ce sujet, c'est plus possible qu'on soit de gauche, de droite, de passer complètement à côté de ce sujet. Dans le Lot, quand j'aurai 80 ans, on sera 3 fois plus à avoir 80 ans. Des jeunes, forcément, on en a moins. Qui va s'occuper demain de moi quand j'aurai 80 ans? Donc, si je me pose la question à moi qui viens d'avoir 40 ans, je sais très bien quand on en a 60, 70, 80, on se la pose de façon aiguë. Et je pense que c'est des questions simples. Quand j'entends la gauche parler de bifurcation dans des meetings, moi, je suis désolé, dans mon village, il n'y a personne qui se lève en disant comment je vais bifurquer. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conscience environnementale. Mais il faut quand même poser des questions simples. Il faut parler franchement et simplement. Comment demain je permets à des gamins de grandir, de réussir dans leur vie, de réussir leurs projets, d'aller au bout de leurs idées. Comment je permets à mes parents, à mes grands-parents et à moi-même demain de bien vieillir, d'être heureux, de finir mes jours en paix dans mon territoire. Ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Et comment on fait demain pour vivre dans une planète qui s'adapte et atténue le réchauffement climatique, ça tout le monde peut le comprendre. Mais il faut le dire avec des mots compréhensibles et qui parlent à la vie de tous les jours. Il ne faut pas avoir peur de revenir à des problèmes simples quand on fait de la politique.
Emmanuel, juste avant de donner la parole à la salle, j'aimerais te faire réagir sur les questions d'isolement et de solitude. Est-ce que là, c'est pas l'une des expériences dont parlait François, qui est finalement l'expérience la plus commune entre une partie en effet des habitants de zone rurale, une partie des habitants des villes. Il y a un petit livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui faisait les portraits de gardiennes et de gardiens d'immeubles de la ville de Paris. Ça s'appelle Éloge des loges. Et l'élément intéressant, c'était beaucoup de gardiennes. Gardiens HLM. Hein. Absolument, gardiens HLM. Et les gardiennes disaient, c'est intéressant parce qu'en 20 ou 30 ans, avant, on était les concierges. Concierges avec la part de délation et la part historique que je ne rappelle pas et qu'il y avait dans les imaginaires. On est passé de concierge à gardienne. Pourquoi ? Parce qu'on garde le patrimoine de l'immeuble, mais aussi parce qu'on est là pour garder le secret des gens. Et on les a rencontrés à la Fondation Jaurès, on les a fait un peu parler de ça. Et elles vous disent, vous savez, aujourd'hui, nous sommes devenus un confessionnal. Nous sommes devenus un confessionnal parce qu'une partie de notre rôle, c'est d'ouvrir la porte pour entendre les gens parler de leurs problèmes, d'argent, de cœur, de famille, d'emploi, etc. etc. Est-ce que ce confessionnal-là, qu'exercent des gardiennes, et il n'y en a plus beaucoup, donc qui sont intéressants à écouter et à regarder, est-ce que là, l'expérience sensible de l'isolement et de la solitude, et donc la réponse par la réhumanisation de la société et davantage, par exemple, de lieux de sociabilité, est-ce que là, c'est pas un pont, justement, entre les différents types de territoires qu'on a évoqués ? Absolument. Au-delà de la solitude qui peut être liée au vieillissement, il faut aussi avoir conscience que les gens vivent de plus en plus seuls. Et alors, y compris, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer à tous les élus que je vois sur le logement social. Aujourd'hui, un demandeur d'un logement social, donc qui est en attente, à 60%, il est seul. Ça n'existait pas avant, c'était au moins un couple, et souvent c'était... Maintenant, c'est une personne seule ou une personne seule avec un enfant. Mais c'est un couple sans enfants, c'est même pas 12% de la demande. Et alors, un couple avec plus de 3 enfants, c'est tout petit. Alors que, après, il y a d'autres enjeux de priorité pour loger beaucoup de familles. Mais je vous dis ça parce que même moi, j'ai vu une évolution dans la demande HLM de comment les gens vivent. Parce qu'on parle beaucoup des familles recomposées et tout, mais la réalité, c'est qu'il y a surtout le modèle de la famille monoparentale et du ménage qui est composé par une seule personne. Et pas que les personnes qui vieillissent, et notamment ce schéma qui est quand même très nombreux, de veuves, en fait. Alors, ce que tu dis, moi, c'est mon quotidien, en fait, parce que ma vie, c'est quand même d'aller visiter des logements HLM. Et quand tu visites des logements HLM, très vite, tu parles avec les locataires. C'est très clair que, en tout cas, par exemple, la vie dans des structures un peu collectives, je ne parle pas spécialement de gros immeubles, mais en fait, on a aussi, nous, beaucoup de nos locataires qui cherchent à retrouver du lien par ces structures collectives, y compris dans des petites villes moyennes, et notamment qui préfèrent quitter un pavillon, même en social. Hein. J'en ai vu, par exemple, toujours dans la Lorraine, parce que par ailleurs, je préside un organisme qui est en Lorraine, c'est pour ça, mais... j'ai vu pas mal de femmes qui ont quitté des pavillons individuels où elles ont fait leur vie vers des structures collectives où elles ont des petits appartements, mais parce qu'elles veulent plus être seules. Parce qu'en fait, elles ont peur. Enfin, parce que même si la famille est présente et qu'elles aient des liens familiaux, en fait, c'est très loin. Puis elles parlent en effet à plus grand monde. Et pour tout vous dire, tu parles de Toulouse. Un des bailleurs de Toulouse qui a une agence locative au Mirail, un des quartiers les plus difficiles de France, c'est très dur. Et la question se pose de savoir est-ce que les agents restent ou pas parce que c'est très dur pour des questions de sécurité très difficiles. Sauf que, comme disait une des directrices l'autre fois, elle me dit, écoute, il y a des locataires. Tous les jours, ils ont leur parcours. Le pain, la poste et nous. Et on ne peut pas leur enlever ça parce qu'en fait, leur vie, c'est ça. Mais quand elle dit un peu, c'est en fait 200 ou 300 personnes qu'elle connaît. C'est comme ça qu'ils vont aussi prendre des nouvelles. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand il y a eu le Covid, alors il se trouve que quand il y a eu le Covid, les organismes HLM, nous, on a été autorisés à ne pas fermer nos agences de proximité. Alors notamment parce que dans beaucoup de territoires, il n'y a que nous. On va dire aussi les choses franchement. Et que notamment, on a été ouvert pour faire des colis alimentaires, de la distribution de colis alimentaires. Mais il y a pas mal de bailleurs qui ont décidé de faire un truc assez important, mais que ferait jamais un bailleur privé. Il y a beaucoup de bailleurs, ils ont décidé de se mobiliser. Ils ont appelé tous leurs locataires avec des protocoles d'appel qui étaient assez simples. C'était « Bonjour, comment allez-vous ?» Première question. Et deuxièmement, avez-vous besoin d'aide ? En fait, c'était intéressant de le dire parce que, évidemment, les bailleurs ont quand même noté combien de gens répondaient et tout. En fait, beaucoup de gens se débrouillaient.
Mais par contre, ils étaient tous super contents qu'on leur demande comment ils allaient. Là, je me suis dit quand même, ça tient pas à grand-chose. Hein. Et il y a plein de gens qui ont expliqué dans les appels, parce que j'ai vu des comptes rendus, qu'en effet, le bailleur, c'était la seule personne qui les avait appelés pendant le premier confinement au printemps. Donc c'est profond, en fait, ce sentiment de solitude. C'est si profond que dans certains programmes immobiliers, dans certaines villes, moi j'ai vu des aménageurs, y compris des opérateurs privés, qui ont regardé en fait dans le quartier combien de temps on mettait pour aller s'acheter du pain ou quelque chose à manger à pied. On s'est rendu compte qu'il fallait parfois, même dans des grands secteurs urbains, il fallait plus de 20 minutes de marche à pied pour trouver quelque chose. Et ils ont beaucoup travaillé sur la question de la solitude pour après réfléchir à ce que tu dis, des programmes immobiliers où il y a du logement, mais il pourrait y avoir d'autres choses, ce qu'on appelle les tiers-lieux. Et c'est intéressant parce que les tiers-lieux, ça a été beaucoup porté dans des métropoles sur comment avoir des lieux ouverts au travail, à la consommation, juste à se poser, avoir des lieux qui étaient parfois gratuits, qui peuvent amener un peu d'activité culturelle, d'activité sociale. Ça a beaucoup été pensé dans des programmes d'aménagement urbain. Et ça se développe beaucoup en ruralité. Et je trouve ça très intéressant. Alors, pour plusieurs, par exemple, un truc tout bête, hein, mais il y a des secteurs où, en effet, il y a... les gens veulent faire du coworking, enfin travailler, mais ils veulent pas être chez eux. Et en plus, souvent, ils peuvent pas aller chez eux parce qu'ils n'ont pas la fibre. Je reviens beaucoup là-dessus. Et donc, il y a un tiers-lieu qui peut être à une demi-heure en voiture, mais donc il est plus près que la grande ville qui va être plus loin. Et ça amène de l'activité assez intéressante. Ça veut dire que c'est aussi des endroits qui permettent de réavoir de l'activité professionnelle sans être obligatoirement 5 jours par semaine dans la métropole. Ça, je pense que c'est assez utile. J'y vois aussi un intérêt. Alors, le tiers-lieu, on peut aussi se dire que c'est la réinvention d'un mélange de la MJC, de la salle polyvalente. Enfin, voilà, on n'a pas non plus inventé un truc totalement nouveau. Hein. Non, mais c'est juste qu'on a essayé peut-être de moins spécifier son usage. Mais ça, c'est des lieux qui permettent aussi à ce que les gens se rencontrent. Après, il y a quand même une question, c'est la mobilité. Moi, je reviens à mon histoire, enfin ma vie dans mon hameau. Beaucoup de mes voisins ont plus de 85 ans et certains d'ailleurs sont décédés récemment. Franchement, à part l'infirmière ou les enfants, comment vous faites pour être mobile, puisqu'il n'y a aucun... Enfin, les agglomérations dans ces secteurs ne cherchent même pas à développer un peu de mobilité accompagnée. Et pour des raisons budgétaires, hein, on va dire les choses franchement, c'est pas parce qu'ils y pensent pas, ils aimeraient bien. Alors qu'en fait, moi, je vois bien, parce que ça m'arrive aussi quand j'y suis, la question de l'entraide, de savoir emmener un voisin juste aller faire ses courses lui-même. Un truc tout bête. Moi, j'ai un voisin, il m'a dit, moi, j'ai pas envie que les gens fassent mes courses. J'ai envie d'aller les faire. Mais par contre, c'est à 10 minutes en bagnole. Sauf qu'en fait, c'est impossible. Et ça, c'est des sujets sur lesquels, si on n'arrive pas à développer le covoiturage, c'est une vraie question. Moi, je pense pas uniquement pour les grandes métropoles. Hein. Je pense que c'est une question pour la campagne. Les navettes, voilà. Et donc, c'est pour ça que je reviens beaucoup à la question du service public, qu'il soit national ou local, parce que je pense que c'est quand même une des clés pour permettre tu parlais de fractures au début de l'intervention, mais les fractures, ça se répare normalement. Enfin, le problème, c'est qu'on est dans un pays où en fait on a des fractures béantes et on met du sel dessus et en fait on cherche pas du tout à trouver des solutions. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, parce qu'en effet, derrière, ça a des répercussions politiques réelles avec des gens qui ne vont pas bien. Alors toi, on va pas parler sur les psychotropes, mais ce serait un beau sujet aussi. Des gens qui vont pas bien et qui ne se retrouvent pas dans ce pays où ils ne trouvent pas leur place. Et ça, c'est un sentiment... Alors, je vais juste finir là-dessus, parce que tu parlais des prix immobiliers qui sont très, très élevés dans les métropoles et qui sont de fait très durs à accepter et à vivre. Hein, on les subit. Mais ce sentiment de « je ne pourrais pas vivre dans la ville où j'ai grandi », moi, je l'ai vu au municipal de 2020, avant qu'on ait le Covid. Par exemple, en Ile-de-France, où j'ai fait pas mal de campagnes pour des copains, c'est un truc qui sort tout le temps. Des gens se sentent évincés en fait de leur territoire. Et ça, c'est pour ça que les enjeux d'aménagement et de logement, je trouve, sont importants, parce que les gens, ils nous demandent pas spécialement du luxe. Hein, ils voudraient juste pouvoir s'installer là où ils veulent. Et je pense que dans des territoires ruraux, on a aussi cette question-là. J'aimerais rester là, mais il me faut un certain minimum pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est des questions, tu vois, quand tu parlais de la France des tours, de la France des bourgs, mais c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on recrée le possible pour que chacun puisse vivre là où il a envie d'être, en fait. C'est quand même ça aussi, la société. Et aujourd'hui, on ne sait pas répondre à ça. Alors,
Évidemment, on a laissé passer trop de temps, donc je vais juste laisser par contre la conclusion, peut-être à François, avant de clôturer cette rencontre et de vous donner 2-3 informations. François, est-ce que le terme même de commun, de bien commun, et on va terminer là-dessus, est-ce que ce sont des notions qui résonnent encore dans la tête des Français, à la fois dans les enquêtes quantitatives et qualitatives que tu vois? Le concept même de bien commun, on parle souvent de cette expression presque galvaudée, vivre ensemble, etc. Est-ce que, bon, on se dit finalement non, il faut abdiquer parce que les gens ne croient plus à ces notions-là, ou est-ce qu'il y a encore quand même des choses à faire? Est-ce que c'est un ressort encore utile pour un responsable politique, par exemple demain, qui se présenterait à l'élection présidentielle et qui dit moi, mon projet, c'est refaire du commun? Oui, et c'est fondamental. Alors, il y a 2 obstacles majeurs, en effet. Le premier, pour aller très vite, très vite, le premier, c'est ce sentiment de « et moi dans tout ça », c'est-à-dire, au fond, quand on est en difficulté, quand on a le sentiment que les difficultés sont croissantes, la première réaction, c'est de se dire « et moi dans tout ça », donc je passe avant l'autre. Bon, ça met en cause le commun. Et puis ensuite, bien entendu, ces diffractions de société que l'on évoquait tout à l'heure, avec des polarisations pour certains groupes sociaux de plus en plus fortes. Donc c'est difficile. Mais j'aime beaucoup la Troisième République, et puis je crois que nous sommes dans des rendez-vous de l'histoire. La Troisième République a fait énormément de choses. C'est-à-dire, lorsqu'on se situe au cours des années 1870, la France était particulièrement fracturée, il y avait des monarchistes, des bonapartistes, des républicains, l'avenir était incertain. Bon, la Troisième République a mis en place l'école, une école avec des messages fédérateurs, alors, qui étaient contraints, mais enfin, ça existait, a mis en place de nombreux lieux de sociabilité. On parlait de tiers-lieux. Jérémy, je crois que tu connais la notion de fête. Des fêtes républicains, des banquets républicains. La Troisième République était un art de faire des fêtes républicaines. Donc pas uniquement la fête pour la fête, mais des fêtes républicaines ensemble. Ça a beaucoup disparu. Ça existe encore, mais ça a beaucoup disparu. Et puis, il y a cette idée de progrès qui a affleuré dans nos réflexions. Un progrès qui embrasse à la fois la société, les technologies, c'est-à-dire l'innovation. Condorcet parlait de ça aussi, l'idée de progrès, voilà. Donc là, certains parlent aujourd'hui d'une possible renaissance, non pas au sens politique du terme, mais au sens culturel, socio-économique et culturel. Pourquoi pas? C'est précisément face à ces preuves-là qu'on peut imaginer une économie, et ça demande un peu de prospective. Voilà, plus personne ne m'écoute, donc j'arrête de parler. Non, bon, merci infiniment. Enfin, voilà quelques idées que je souhaitais évoquer. Donc, le projet Faire la fête, vous l'aurez compris, c'est la conclusion de François Mickey-Marty. Alors, on a laissé passer beaucoup trop de temps. Vous donnez rendez-vous à 15h sur le stand de la Fondation Jean Jaurès si vous voulez poursuivre le débat avec les intervenants, notamment avec Rémi Branco qui va signer son livre sur le stand de la Fondation à 15h pour poursuivre le débat qu'on n'a pas pu poursuivre avec vous. Merci beaucoup, désolé pour le temps trop important pris pendant l'échange et à bientôt.